Merci de m'avoir invité à vous parler de ça. Je ne sais pas, vous étiez à Marseille? Parce que c'est une présentation qui a été faite à Marseille, si vous la connaissez. On peut aller vite. Dommage. Non, pour passer juste aux questions pratiques et autres. D'accord, merci. Donc, on sait que la réadaptation, ça marche, je vous fais le baratin assez rapidement, c'est classe 1A de la plupart des recommandations, donc on se doit la proposer aux patients. Et on sait que 70% des post-SCA et 90% des insuffisants cardiaques ne vont pas en réadaptation pour de multiples raisons. Il y a eu des boulots déjà présentés, peu de structure, peu de la distance par rapport à l'établissement, etc. Ce qui fait que, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas en réadaptation. Alors actuellement, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on a les classiques réadaptation hospitalière, SSR ou SMR maintenant classiques, mais il y en a peu, il y en a environ 150 sur toute la France, avec des délais d'inclusion parfois extrêmement longs. Je suis sous un Corentin Septon, il y avait parfois 2 mois et demi, 3 mois d'attente avant de débuter une réadaptation. Donc t'imagines, tu as déjà repris le boulot, il faut que tu t'arrêtes pour aller faire ta réadaptation, donc les gens n'y allaient pas. Okay, et c'est donc une véritable perte de chance pour les patients. D'un autre côté, vous savez qu'il y a une cotation qui existe déjà de réentraînement à l'effort pour les cardiologues, que vous pouvez coter des KRP 003, je crois que ça s'appelle 28,80 € pour des séances de vélo, à condition que vous soyez à côté pendant qu'ils pédalent pour vérifier que tout se passe bien. Et donc là aussi, c'est peu coûteux, c'est assez pratique parce qu'on sait quand même que l'activité physique, c'est un des piliers de la réadaptation, mais c'est totalement incomplet parce que il n'y a pas le reste, il n'y a pas l'éducation thérapeutique, il n'y a pas la psy, il n'y a pas la diète, il n'y a pas les coachs. Et nous, on est cardiologues, hein. Bon, tu peux faire du marathon, mais je ne sais pas si tu sauras conseiller les autres pour les entraîner réellement. Donc, c'est une longue histoire, parce que j'ai commencé à faire des réadaptations en externe comme ça, avec Patrick Lébrard, lui au CCN, et moi à la clinique Bizet, dans les années 80. On avait été voir Bruce Day, puis on dit on veut faire ça. Voilà, et on était parmi les premiers centres ambulatoires en France. Et il y avait une cotation qui était K15 à l'époque, et puis on a vécu avec ça, puis ça s'est développé relativement rapidement. La clinique où je travaillais s'est dit, mais maintenant il y a un prix de journée pour les gens qui vont en réadaptation, on va déposer des lits. Donc une demande pour avoir des lits de réadaptation, ce que j'ai fait avec la direction. J'avais négocié mon salaire parce que je passais de libéral à salarié pour la structure. On a tout mis en place. Après, ils ont trouvé que j'étais un peu trop cher et donc ils ont décidé de me virer une fois que ça marchait bien. Donc je suis parti dans une autre clinique où j'ai recommencé la même chose qu'avant, c'est-à-dire à travailler en libéral avec des KFP 003. Et pareil, dans cette clinique, d'autres problèmes, à la fois de place, parce que pour les structures hospitalières, avec le prix de journée, ils gagnent de l'argent, mais sans prix de journée, ils ne gagnent rien, c'est juste un loyer, donc on ne les intéresse pas, on se retrouve toujours dans le KGB à la cave ou au grenier, sans chauffage ni électricité, ou presque. Et donc, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas créer une structure en ville, parce que je me suis dit, je vais ouvrir un truc en ville. Je me suis renseigné, on m'a dit, ah ben non, tu n'as pas le droit, parce que si tu veux faire des tests d'effort, ou si tu mets quelqu'un à l'effort, il faut que ça soit dans un établissement de santé. Et établissement de santé, c'est quoi un établissement de santé, etc. C'est un établissement qui a une autorisation ARS. Pour faire, alors tu as les dispensaires, les cliniques, les hôpitaux. Et c'est tout. Donc je suis allé voir pour voir si on pouvait me donner une autorisation. Ah bah non, ça se fait pas comme ça. Okay. J'ai dit, bon, donc il faut qu'on change les recommandations. Déjà, ce sera le premier. Donc ça a été mon premier travail, me faire élire au CA et proposer de réécrire les recommandations sur les épreuves d'effort. Et grâce, je les remercie d'ailleurs devant vous, avec Bruno Pavie et François Carré, qui étaient tout à fait OK avec moi pour enlever le mot établissement de santé. Il n'y avait que Gilles Bosser qui était un petit peu hostile à la chose. Mais bon, on a réussi à l'écrire et c'est devenu, à la place
d'établissement de santé, c'est devenu structure médicale. Donc c'était plus large, mais en même temps, il fallait qu'on mette la barre par rapport à la sécurité un peu plus haute, pour pas qu'on nous dise, oh ben, c'est des médecins libéraux, ils vont faire n'importe quoi. Donc on a mis une barre un petit peu haute sur le plan sécuritaire, avec une convention, etc. Enfin, si vous relisez les recommandations, vous le trouverez. Du jour où les recommandations étaient acceptées par la SFC, eh ben, on a cherché une structure et on l'a créée. Parallèlement, je me suis dit, mais comment on va faire pour avoir un financement pour payer la psy et la diète, qui ne peuvent pas être remboursés par la Sécu, ni les coachs, les APA. Donc je suis allé voir Nicolas Revel, qui était à la CNAM à l'époque. Alors je n'ai pas vu lui, mais j'ai vu 15 personnes qui représentaient la CNAM, à qui j'ai expliqué le projet. Et ils m'ont dit, mais il faut faire un article 51. L'article 51 venait de sortir, c'était en 2018. Il faut écrire une lettre d'intention. Je dis, bon, ben, moi, j'ai jamais fait ça, les trucs administratifs comme ça, je suis... Donc, ok, je fais ma lettre, et je leur ai demandé s'ils acceptaient de me la corriger. Donc, j'ai écrit la lettre, et je l'ai envoyée, ils ont accepté de la corriger, la CNAM, hein. Et ils m'ont corrigé la lettre en changeant quelques mots clés, finalement. Comme j'avais mis éducation thérapeutique, ils ont enlevé, ils ont mis éducation pour la santé, qui est un mot clé pour passer sur ce versant SLL, parce que éducation thérapeutique, c'est soumis aux ARS, à l'autorisation d'ARS, mais pas éducation pour la santé. On joue sur les mots. Hein, voilà. Et donc j'ai déposé la lettre au ministère, et 3 jours après, j'avais un coup de fil du ministère en disant « Votre projet nous intéresse ». Et je me suis rentré dans une série de réunions avec des incubateurs, en fait des trucs, les jeunes ils connaissent ça. Et donc je me suis retrouvé dans des réunions avec plein de gens de la CNAM, de la DGOS, de l'adresse, de partout, pour pondre un cahier des charges et trouver un forfait pour pouvoir payer les gens qui n'étaient pas remboursés. Et donc dans l'article 51, je ne sais pas si vous connaissez, il faut déroger à la règle du droit commun, c'est-à-dire qu'il faut faire des actes qui ne sont pas remboursés, par exemple par la Sécu, déroger à la règle de l'organisation. Donc dans le domaine libéral, on dérogeait aussi parce que travailler avec des paramédicaux non, sans dépendance hiérarchique, c'est-à-dire au même niveau, avec les coachs, etc. Et on dérogeait à la règle par rapport au droit commun pareil. Et le dernier élément, c'est pouvoir répandre sur tout le territoire, si le projet est valide et qu'il décide de dire on passera dans le droit commun, de pouvoir le développer sur tout le territoire, ces structures libérales légères. Et donc ça s'est fait. Alors, donc l'idée maintenant c'est, si vous avez, ça on avait présenté ça parce que le thème à Marseille du syndicat, c'était « Je crée ma propre structure insuffisance cardiaque ou structure libérale légère ». Donc on était parti là-dessus. Donc la première chose quand même, la première analyse à faire, c'est sur le territoire. Il y a combien déjà de centres de réadaptation? Est-ce qu'il y a vraiment un manque? Quels sont les délais pour savoir s'il y a un manque? Quels sont les délais? S'ils sont à plus d'1 mois pour prendre des patients, c'est qu'il y a vraiment la place. Voilà, ça c'est la première chose à regarder. Et puis parfois il y a des régions où il n'y en a pas du tout. Donc là c'est plutôt facile. La deuxième chose, il faut former une équipe. Et en fait, vous allez être obligé de former une équipe pluridisciplinaire. Voilà. Et bon, entre cardiologues déjà, on ne s'entend pas toujours forcément. Et je pense qu'il faut être 3 minimum si on veut faire, tu vois, remplacer celui qui est malade, celui qui est parti en vacances, etc. Pour la continuité des soins, il faut être au minimum 3. Il faut des IDE, au moins une au démarrage. Moi, j'ai démarré, je vous dis au départ, c'était une infirmière, un kiné et une secrétaire. Voilà. Et puis 2 collègues. Et puis maintenant, on est 15 cardiologues à travailler dans la structure. On a 4 IDE, 2 IPA, 3 kinés, 6 STAPS, une diététicienne et 2 psychologues. Alors personne n'est à temps plein. Hein, et donc, mais voilà, ça a grossi en 5 ans, parce qu'on a créé la structure il y a 5 ans, d'une manière absolument extraordinaire. Du coup, on se demande
comment on va évoluer. Juste pour vous donner, je te le disais tout à l'heure, on a eu la semaine dernière, enfin cette semaine, hein, qui s'est terminée, 474 séances de réadaptation sur la semaine. Ça vous donne une idée du nombre de patients qui passent dans la semaine. Et on n'arrête pas d'avoir des demandes qui viennent de partout. Au début, c'était surtout les médecins libéraux et notre propre clientèle qu'on faisait dans le centre de réadaptation. Maintenant, c'est tous les hôpitaux de Paris qui nous envoient des patients. Même des gens avec qui on n'avait jamais travaillé, comme Pompidou, qui se mettent à nous envoyer des patients, alors qu'ils ont encore Interceptor à côté. Donc, pour dire que ça marche bien. Donc, il faut former l'équipe, mais c'est une équipe qui peut se former de manière très souple et très variable. L'autre chose qui a démontré au ministère qu'on était capable de s'étendre, c'est qu'au départ, on était sur 3 centres, hein, il devait y avoir Nantes, Reims et nous. Reims a été créé exprès pour le projet. Je connaissais bien Dominique Janoldi, que vous connaissez sûrement, pas mal impliqué dans le syndicat, dans la région. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit, tu crées le truc, voilà. Il a créé de toutes pièces. Et Nantes aussi devait créer de toutes pièces. Puis ça n'a pas marché pour de multiples raisons. C'était à la clinique du Confluent avec Bamer, mais qui était un angioplasticien, qui devait faire la question. Mais du coup, on a pu se mettre à Strasbourg. On a créé le centre à Strasbourg avec Florian Zorès, je ne sais pas si vous connaissez, Cyril Cohen, sur le centre Ellipse. Voilà, on a pu en un an montrer qu'on pouvait recréer un centre quelque part en France, en fait. Donc ça les a rassurés, en fait. Cet échec que je prenais comme un échec au départ était un bon élément pour montrer qu'on était capable de se répliquer. Voilà, après, on cherche des compétences particulières. Comme j'ai participé à pas mal de réunions avec les autres porteurs de projets, il faut savoir que dans toutes les disciplines, il y a 140 projets actuellement acceptés, article 51, et il y a pas mal de pneumologues, diabétologues, etc., qui travaillent dans leur coin. Ils font exactement comme nous, c'est-à-dire un plateau paramédical avec des coachs, pareil, diète, psy, et donc autant partager avec eux. Voilà. Il y a un projet qui est en train de se monter à Toulouse, où il y aura pneumo, cardio, pareil à Perpignan, pneumo, cardio. Voilà, c'est, je pense, extrêmement intéressant de grouper, voilà, et d'avoir un plateau de paramédicaux qui bossent avec vous. Alors, la forme juridique, c'est pour ça que je suis intervenu tout à l'heure avec le monsieur, parce que ce que je sais actuellement, c'est que je suis en train de travailler avec le ministère pour voir comment on passe dans le droit commun. En tous les cas, les structures qui seront habilitées à toucher les sous des caisses pour le forfait, ça sera les CELA, les CELAD et les CISA. Ni les ACM, ni les associations en loi 1901. Voilà. Et donc, en gros, quand on forme l'équipe, il y a le noyau dur, celui qui va investir éventuellement dans les locaux, vous connaissez les montages de SCI, etc. Et puis les autres qui peuvent venir travailler sont soit des collaborateurs, soit des remplaçants, soit des salariés pour les secrétaires infirmières par exemple, et tous les autres sont auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que la diète ou la psy nous dit, voilà, j'ai fait tant d'heures ce mois-ci, et on les paye à l'heure. Donc ça permet aussi de nous adapter à la demande, et puis s'il y a moins de demande, ben, voilà, il y a moins d'heures. Donc du coup c'est beaucoup plus souple qu'une structure qui a une grosse masse salariale, où quand il n'y a plus personne, ça devient très dur à gérer. Donc, définir parcours patient, franchement, je pense qu'on a trouvé le bon truc. Depuis le temps que je fais ça, on a trouvé le bon parcours. Donc, quand quelqu'un téléphone pour une réadaptation, on ne leur donne pas le rendez-vous. C'est pas accessible sur Doctolib non plus. On note le téléphone du patient et l'infirmière de réadaptation va le rappeler. Dès qu'elle sait qu'elle a un quart d'heure à consacrer, elle le rappelle et là, elle va faire une pré-consultation, vérifier sur le plan administratif s'il est bien en ALD, s'il a bien ses rapports de sortie de l'hôpital, ses comptes rendus, ses lettres, etc. Et lui explique comment ça se passe, la réadaptation. Là, ça permet déjà d'éliminer des gens qui habitent soit trop loin et qui n'avaient pas du tout l'intention, et qui comptaient venir faire une réadaptation pour une séance, quoi. Voilà. On dit, ah, il faut rester un mois, non, c'est pas possible. Voilà, donc ça permet déjà de bien trier, ce qui fait qu'on a pratiquement plus de no-show
grâce à cette consultation téléphonique, on n'a plus de no-show sur la réadaptation, pratiquement plus. Les gens viennent tous. Et après, pour la visite d'inclusion, c'était nous, les cardiologues qui les faisions, mais on était absolument débordés. On ne pouvait plus voir tous les patients qui sont là, parce qu'on continue notre activité libérale à côté. Et donc, maintenant, ce sont les IPA qui font les consultations d'inclusion. Donc, par exemple, 8 heures, consultation avec l'IPA, 8h30, la VO2 avec le cardiologue qui voit à ce moment-là. Alors, de temps en temps, il y a une petite inversion quand c'est un VIP, qu'il faut que ce soit le cardiologue qui le voit, parce que sinon il fait la gueule, parce qu'il a vu l'infirmière et pas le cardiologue. Mais à part ça, ça se passe très bien. Donc, et juste après la VO2, il voit l'infirmière de réadaptation qui va lui faire son programme, donner tous les rendez-vous avec la diète, la psy, et puis elle a déjà les critères d'entraînement, donc donner les critères d'entraînement et les rendez-vous avec tous les coachs. Voilà. Après, on prépare les consultations de nutrition et de psy, toujours cette infirmière de réadaptation, et toutes les consultations intermédiaires, demi-parcours, de titration pour l'insuffisance cardiaque, et en fait tous les ateliers particuliers, atelier cohérence cardiaque, gestion des émotions, voilà, cuisine, atelier cuisine. On a fait un atelier cuisine avec la CPTS locale pour tous les gens de l'arrondissement, pour les diabétiques, pour apprendre à faire des gâteaux sans sucre. Voilà, les ateliers d'éducation thérapeutique et la consultation finale qu'on prévoit dès l'entrée avec une nouvelle VO2. Bon, après, il faut trouver les locaux. Alors, je ne vous raconte pas, nous, à Paris, pour trouver des locaux, on arrive à en trouver, mais alors là, il faut être riche, parce que là, actuellement, les prix sont absolument délirants, très difficiles. Nous, on avait eu la chance de trouver un 230 mètres carrés quand on a commencé. Finalement, il y avait une cuve qu'on a pu barrer dans la cave, on a gagné un bureau de 250 mètres carrés, puis on a loué de l'autre côté de la rue un espace de 34 mètres carrés, mais on est encore trop petit. Là, on va probablement prendre un 200 mètres carrés un peu plus loin pour pouvoir nous étendre, parce que comme je vous l'ai dit, on n'était que 3 cardiologues au départ, et puis on est 15 maintenant, il faut caser tout le monde, toutes les échos, etc., parce qu'on est devenu un véritable centre aspirateur, je dirais, tout le monde veut venir là, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est terrible. Mais dans les locaux, il faudra prévoir non seulement les salles. Il vaut mieux prévoir 2 salles tout de suite, une salle de machine et une salle de gym, parce que dans la salle de gym, vous pourrez faire vos réunions voilà, avec des chaises pliantes que vous mettez quelque part, des réunions avec les CPTS locales, qui sont toujours à la recherche de locaux, et puis voilà, les salles de consultation bien sûr, mais il faut prévoir une salle de réunion, une salle d'attente, et ne pas oublier les toilettes, douches, et comme ils sont quand même très nombreux, c'est un espace qui n'est pas négligeable, malheureusement. Qui n'est pas rentable, mais qui est obligatoire. Surtout avec les toilettes PMR qui prennent 10 mètres carrés à chaque fois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il faut prévoir tout ça. Et finalement, ça marche très bien. Alors, juste pour dire, il y avait une petite réunion aux Journées européennes de plusieurs personnes dont tu connais, tu les as vues, Olivier, qui veulent monter des SLL, donc sur Toulouse, Perpignan, il y avait qui encore? Il y a Béziers, il y a Rouen aussi, il y a La Rochelle, il y a pas mal de régions en France où ils veulent monter des SLL, mais alors eux, à Perpignan, ils achètent 1000 mètres carrés, donc ils vont être à l'aise. Nous, à Paris, acheter 1000 mètres carrés, voilà, il faut un fonds d'investissement derrière, et là, on est cuit si on prend un fonds. Parce que là, au moins, notre outil de travail est à nous, donc, et on dépend de personne pour ça. Voilà, donc c'est l'expérimentation que Là, on est exactement... Donc, j'ai pas les chiffres sur ces diapos-là. On a inclus dans l'expérimentation 2237 patients à fin décembre de cette année. Et la chose intéressante que je regardais, c'est qu'on a de plus en plus d'insuffisants cardiaques, et de plus en plus lourd, on est à 29% d'insuffisants cardiaques, alors que la plupart des structures SSL sont à moins de 10%. Si bien que même Thibaut Dany est venu visiter les locaux chez nous,
On essaye de monter un truc avec lui où il y aurait une espèce de collaboration ville-hôpital. Bon, il se demande comment on a fait et tout le monde vient nous voir parce que, en fait, dans les structures hospitalières, le seul problème, c'est qu'ils ont soit pas beaucoup de monde et que, avec beaucoup de patients, et ils ont beaucoup de mal à s'organiser comme on s'est organisé nous. Voilà. D'ailleurs, ils n'ont pas de souplesse par rapport au personnel, notamment. Alors, ce qu'on sait, c'est que tous les voyants sont au vert pour qu'on passe dans le droit commun. Lors du forum des articles 51, Rousseau, qui était le ministre à ce moment-là, nous a fait un discours où il a parlé 3 fois de nous. Et Vincent, qui avait vu la conseillère de Macron pour la santé, lui avait annoncé que c'était dans les priorités, c'était les SLL. Et que le mail dont tu as eu connaissance de l'ARS, qui demande aux ARS régionales de se préparer à l'arrivée des SLL en 2025. Nous, actuellement, on est en évaluation terminale, c'est-à-dire, là, on a 2 types d'évaluation. Une évaluation sur les chiffres, où ils regardent la mortalité, etc., en comparaison des SSR, sur les coûts engendrés par nous, par rapport au SSR, et puis sur la satisfaction à la fois des personnels qui travaillent dans les structures, des patients et des prescripteurs. Ils sont allés voir aussi les gens qui nous ont envoyé les patients pour voir s'ils sont contents de ce qu'on fait pour les chirurgiens, etc. Voilà. Donc je n'ai pas les résultats de ces évaluations. A priori, je ne suis pas inquiet parce que j'ai l'impression qu'ils ont des chiffres qui ne viennent pas de l'évaluateur officiel, puisque quand j'étais au forum, la personne de la Sécu qui s'occupe de nous m'a présenté à Fatom pour me dire voilà, c'est eux qui font le truc, structure libérale légère. Et donc j'ai discuté un quart d'heure avec lui, et c'est lui qui m'a sorti que, en fait, 80% des gens qui passent chez nous terminent leur réadaptation, donc il est plus au courant que moi des chiffres. Donc je pense qu'ils ont tu vois, leurs propres indicateurs qui ne passent pas par l'évaluateur, qui est la fac de Lyon, d'ailleurs, qui nous évalue ici. Voilà. Donc moi, je ne peux que vous encourager à faire ça, parce que là, le forfait complémentaire est passé à 600 €. Hein. Oui, alors comment ça va fonctionner? C'est-à-dire si le jour où vous décidez de le faire, vous écrivez votre dossier, vous l'envoyez à votre ARS qui vous donnera oui ou non l'autorisation de le faire. Et ça sera en fonction des régions, mais comme les ARS ont déjà reçu des instructions pour accueillir ces structures, voilà. Tu vois, j'étais au courant de la structure de Perpignan par le ministère. Donc, parce qu'ils avaient contacté leur ARS locale. Je crois que c'est maintenant ou jamais. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des ouvertures pour les libéraux comme il y en a une actuellement, et que c'est l'occasion de se regrouper. Une fois, pour nous en tous les cas, j'ai assisté à une séance de travail qui est « et si vous ne passez pas dans le droit commun, qu'est-ce que vous faites ?» Donc il y avait plusieurs porteurs, et tous les porteurs ont dit « ah non, on continue ». C'est-à-dire que le projet, tous ces projets viennent de la base, hein, ils ne viennent pas d'en haut, et donc tous les projets ont été créés ils correspondaient aux besoins locaux. Et tout le monde a dit « on continue ». Mais je dis, moi, nous on continuera, c'est sûr, je ne vois pas comment on peut retravailler comme je travaillais avant, c'est juste pas possible. Et la seule conséquence, c'est qu'on sera obligé de demander de l'argent aux patients pour payer la psy et la diète, et les coachs. Voilà. Et donc il y aura une discrimination. Là, tu appuies sur le bouton accès aux soins, donc ah oui, d'accord. Et je pense qu'ils suivront, franchement. Voilà, vous avez peut-être des questions? Ouais. Merci. Donc, merci d'être venu de Paris, c'était vraiment très gentil de faire la visite. Et quand moi, c'est un retour d'expérience quand on a été voir le centre avec Irina de Dany, et c'est vrai que c'est incroyable parce que quand on va dans le centre,
D'abord, on voit qu'il y a en effet une organisation qui est très bien faite. Et puis, vous avez les patients qui sont contents, vous avez des professionnels qui travaillent dans le centre qui sont contents, tout le monde a le sourire, tout le monde. Donc c'est vraiment, enfin, je veux dire, on est sorti de là, on s'est dit, mais c'est ça qu'on veut faire, quoi. Donc, et c'est vrai qu'en plus, il y a des bénéfices cliniques pour les patients qui sont très importants. Donc voilà, en effet, je pense qu'il faut s'y mettre. Et puis, ça va probablement aider à agréger un petit peu les professionnels, en tout cas les cardiologues entre eux, dans les territoires. Je pense que ça peut être en effet une base pour peut-être d'autres choses encore. Bon, c'est déjà bien de démarrer comme ça, mais c'est vrai que... ouais, parce que finalement, après ces multiples travaux, etc., ils se sont rendus compte que d'autoriser des structures qui seraient parce qu'il y a un problème aussi, que la Caisse n'a pas le droit de filer à des libéraux du fric comme ça. C'est très compliqué, donc de réfléchir comment on peut donner cet argent-là. Et donc, en fait, il va y avoir probablement un projet de loi pour que ces établissements soient semi-publics, tu vois, semi-établissement de santé. Enfin, on va avoir un statut à part pour pouvoir recevoir ces fonds. Alors après, tu crées un CISA, il n'y aura pas de problème, parce que les CISA ont été créés exprès pour recevoir des fonds multidisciplinaires, en fait. Mais, ma question, est-ce qu'il faut donc voir les ARS quand même? Il faut voir les ARS maintenant. C'est bien de commencer à les voir maintenant, moi je pense, oui. De les prévenir que voilà, vous avez l'intention de monter un truc, puis d'expliquer pourquoi en plus. Là, le cadre de l'article 51, c'est la prévention de l'infarctus, l'infarctus et l'insuffisance cardiaque. Il y a, dans l'aviation de FA, il y a aussi une prise en charge globale du patient qu'on ne fait jamais, notamment la prise en charge du facteur de risque, le surpoids, l'activité physique, etc. Est-ce que tu penses ils nous les envoient. On peut intégrer ça? Non, parce qu'en fait, on a là pour l'évaluation, on n'avait que post-ACA et insuffisant cardiaque pour l'évaluateur. C'était trop compliqué pour lui de gérer le reste. Mais par contre, c'est le haut risque cardiovasculaire. Donc à la limite, un diabétique qui n'a pas encore fait d'infarctus, mais qui est hypertendu, d'insuffisance rénale, tu peux le rentrer dans le projet. Ce sont toutes les indications des recos de la Société française de cardio. Donc indirectement, les ablations de FA, les patients obèses qui sont... le mec qui est déconditionné, voilà. Puis en post-FA, il y en a pas mal aussi qui ont une altération dans fraction d'éjection, etc. Alors oui, bien sûr. Non, mais c'est une bonne indication aussi. Puis il y a des gens qui ont des DEF, etc. Autant ils ne pouvaient pas aller dans les structures hospitalières parce que ils avaient un parcours déjà en aigu très lourd, rien, le machin, etc. D'aller passer encore un mois à 47 ans, tu vois. Alors que là, ils peuvent venir en externe, et puis ils font du sport en plus, tu vois. Il y a un côté positif dans le fait d'avoir une activité physique, d'arriver dans une structure. Alors, comme tu l'as vu, comme vous l'avez vu chez nous, avec l'architecte, on a dit on ne veut pas que ça ressemble à une clinique ou un hôpital, il faut que ça soit mixte. C'est-à-dire que, donc tout ce que tu vois de l'extérieur quand tu rentres, tu as l'impression de rentrer dans un loft ou, tu vois, parisien, un loft parisien. C'est pour le mec d'Orion. Un loft parisien. Mais par contre, après, quand tu rentres dans les bureaux, c'est technique, les murs sont gris. L'accueil, pour l'impression, tous les patients ont fait la remarque que ça faisait du bien de rentrer dans les structures comme ça. Voilà, c'était intermédiaire. C'est pour ça qu'il faut penser aussi le côté archi derrière. Est-ce qu'il faut obligatoirement faire un événement sur une période donnée avant de pouvoir s'inscrire, ou n'importe quel patient dans le cadre de son suivi? On voit qu'il est pas très... Alors, les règles sont un peu floues, mais par convention orale avec la Caisse, on a convenu qu'il fallait un événement dans l'année pour prendre un peu sa LCA, et surtout qu'on a démarré en plein Covid, ça a été compliqué, ça nous a beaucoup ralenti. Les insuffisants cardiaques, c'est quand tu le décides, hein, finalement, mais on ne fait pas plus de 40 séances par an. Voilà, pour ces patients-là. Après, voilà,
c'est une vraie discussion et je pense que ça va rentrer dans le prochain cahier des charges. Quand est-ce qu'on va autoriser? Parce que les patients ne veulent plus partir. Nous, on a créé un club où ils payent de leur poche pour venir dans le club et on est obligé de limiter les heures du club parce que pour pouvoir prendre les nouveaux patients qui nous arrivent. Et donc là, on essaye de faire un modèle avec la CPTS, avec 2 CPTS, la 8, la 9, et puis avec la CAMI, vous connaissez la CAMI? Tu vois, l'association pour faire du sport dans le cancer. Je connais bien le directeur général, donc on va monter une salle à 3 pour pouvoir déverser nos patients post-réadaptation pour faire le sport sur ordonnance en fait à cet endroit-là. Mais nous on a été, franchement, je savais que ça allait marcher, mais autant je ne pensais pas. Donc, on est 5 fois au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés au départ. Et là maintenant notre problème c'est de gérer la grosseur. On commence à avoir des délais, et ça je dis, ça c'est pas possible dans les délais, parce que moi j'ai tout vendu à la CNAM en disant on n'aura pas de délai pour pouvoir prendre des patients, tu vois, donc on est obligé de faire des fausses visites d'inclusion pour dire que le mec est pris, mais en fait juste pour le faire patienter une semaine, tu vois. Vous n'avez pas essayé de valoriser les programmes d'éducation thérapeutique dans votre centre? La réglementation a changé, maintenant c'est plus simple, c'est une déclaration. Ben là, on n'a pas de déclaration à faire, puisqu'on est dans l'éducation pour la santé. Non, mais pour valoriser, pour toucher, parce que le forfait de l'ARS. Alors, je ne sais pas, parce que tu vois, quand on a monté Strasbourg, ils avaient déjà fait une demande à Strasbourg d'éducation thérapeutique, et que ça a fait conflit d'intérêts en disant je ne peux pas vous donner d'un côté et de l'autre en même temps, donc choisissez. Donc du coup, ils ont arrêté leur éducation thérapeutique pour prendre le forfait. En fait, le forfait est le plus intéressant. Hein, tu n'as pas de papier à remplir, tu n'as pas de dossier à rendre, tu n'as pas de compte à rendre. Et puis, quand même, le forfait est vachement intéressant. Sachant que tout ce que tu fais par ailleurs, les cours, le test d'effort, etc., tu le cotes. Hein. Donc, le forfait, il te sert à valoriser ton espace avec des paramédicaux qui seront là, qui finalement font le boulot, parce que toi, tu es enfermé à faire tes tests d'effort, tes échos, tes consultes, et c'est eux qui font ça, hein, qui font tourner l'ensemble de la structure. Là, les heures pour les coachs, c'est 45 € sur Paris actuellement. Et voilà, tous les autres entrepreneurs sont payés 45 € l'heure. Peut-être que le forfait augmentera, je ne sais pas. Maintenant, la grosse discussion qu'on va avoir, on a parlé avec Vincent, ça va être de discuter, quand on va passer dans le droit commun, qu'ils n'enlèvent pas 100 balles au forfait à la dernière minute. Tu vois. Ils sont spécialistes de ça. Il faut obligatoirement des douches pour les vestiaires et tout ça, c'est obligatoire. Ouais. C'est mieux. Nous, on en a 3. 4 même, alors 4 douches. La douche dans le PMR aussi, on a 4 douches. Alors elles ne sont pas toutes utilisées. On a une douche qui est utilisée essentiellement par les gens qui viennent faire les tests d'effort, mais on a beaucoup de sportifs hein, aussi qui viennent chez nous. Et donc c'est essentiellement eux qui se douchent. Mais il faut que tu es obligé d'en avoir. Même si on les a fermés pendant le Covid. Est-ce que vous avez eu des accidents? Alors, on a eu un arrêt cardiaque qui a été le premier jour, un jeune, 30 ans, qui est arrivé, et il allait à sa séance et il a fait son arrêt en allant, donc il n'avait même pas commencé la séance. En arrivant, on a récupéré, il avait rebouché son stat sur la droite. Voilà. Sinon, on a eu 6 accidents au total sur les 2237, déchirure musculaire, un mec qui est tombé du tapis avec hématome, rien, pas de fracture en tous les cas. Mais on a eu pas mal de claquages, tendons, oui, tout ça, voilà. Il y a une formation qui est absolument indispensable quand même pour les gens qui vont travailler dedans, au niveau des kinés, des APA, même s'ils ont leur master, etc. Et surtout, je dirais, ainsi que les infirmières IPA. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les plus diplômés étaient les plus dangereux en fait chez nous, les moins prudents, je dirais, alors que les coachs qui travaillaient, qui n'avaient pas fait la formation APA, étaient extrêmement prudents avec les patients.
tu vois. Alors que les autres, non, parce qu'ils avaient le diplôme, ils se disaient, non, toi tu me portes 16 kilos, donc voilà. Et donc les claquages et tout ça, c'est venu essentiellement d'un appart qui était, bon, qui est parti heureusement, mais qui était compliqué. Et pour les IPA, on s'est rendu compte qu'elles avaient vraiment besoin d'une formation. Donc on les a formées pendant 1 an, où elles ont consulté avec nous pendant 1 an, avant de les lâcher, tu vois, leur saut en parachute tout seul. Mais on fait tous les mardis soirs, il y a une réunion d'1 heure avec un des cardios de chez nous, des infirmières, pour dire tout ce qu'elles ont fait sur la semaine, par rapport aux titrations, surtout des médicaments. Voilà, pour voir si elles ont bien fait. En plus, voilà. Mais ça, c'est pas mal. D'abord, ça nous permet vraiment de faire circuler aussi l'information sur les patients, parce qu'on n'a pas un staff commun, parce qu'en travaillant comme ça, c'est très difficile. On a un staff le mardi, des médecins, mais on en profite pour bouffer ensemble, et on va parler, est-ce qu'on garde cette secrétaire ou non, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, voilà. Un staff plutôt de gestion. Après, on a le staff avec l'ensemble du personnel qui est là le mardi, et c'est le mardi où il y a le plus de monde chez nous. Et donc avec les infirmières, les IPA, il y a un coach, et eux, ils ont leur petit truc WhatsApp, et on fait des comptes rendus WhatsApp. Chacun, tu vois, les coachs entre eux, les infirmières entre eux, et les médecins entre eux. Le médecin, Anastasia, qui est chargée de rédiger, liste tous les problèmes qu'on a évoqués et les solutions qu'on a proposées pendant ce staff, qui est indispensable. Hein. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne se voient jamais. Hein. Celui qui vient le lundi, pas le mardi, ne voit pas celui du mardi. Et donc, ils ne se parlent pas forcément. Il faut quand même que l'information circule. Et donc, on a pas mal de groupes WhatsApp. On a même un groupe pour aller déjeuner le mercredi. Pour s'annoncer le menu. Tu écrivais tout à l'heure qu'il faut être un bon auto-entrepreneur en tout cas. Ouais. Vous avez eu des aides pour monter des structures, avoir des idées Alors on aurait pu, mais franchement à l'époque j'étais déjà tellement content qu'on me dise on va essayer, que je n'ai même pas été chercher des aides. Mais effectivement on aurait pu obtenir des aides des URPS, de la région, etc. Ouais. Là il ne faudra pas hésiter. Bon, moi je vais passer. J'ai même oublié mes heures, tu vois, donc moi je n'ai pas été payé du tout de tout ce que j'ai fait comme boulot. C'est pour ça que Thierry, quand il a lancé son truc, je lui dis n'oublie pas, le temps que tu vas passer, tu vas voir, c'est énorme. Donc il faut avoir un dédommagement, etc. Je ne te raconte pas les réunions. Mais ça, c'est bon, le travail est fait maintenant, c'est juste un travail de gestion. La structure, elle est au rez-de-chaussée ou on est à la rez-de-chaussée. C'est mieux. Hein. D'avoir une structure au rez-de-chaussée, là tu vois 474 patients qui sont en rééducation, donc tu comptes 5 bureaux avec 20 consultes dans les 5 bureaux, donc ça fait 100 de plus, fait 500-600 patients qui sont passés chez nous. Imagine au premier, l'ascenseur, enfin au 4e, au 5e, là tu as toute la copropriété qui te tombe dessus, à moins d'être dans un immeuble de bureau, quoi. Donc en tous les cas pour la réadaptation, c'est le rez-de-chaussée qui est le mieux, parce qu'ils viennent tous les jours, ou presque, donc il faut que ça soit facilement d'accès, et le plus lumineux possible, parce que pour faire de l'exercice, c'est bien d'avoir un peu de lumière. Voilà. Moi je trouve que c'est pas mal, dans ce qu'on a trouvé, on a réussi à créer quelque chose quand même qui est pas mal. Qui fait la coordination, la gestion de l'administration, les plannings, tout ça? Alors donc on a, mon ancienne secrétaire, celle avec qui j'avais commencé il y a longtemps, est devenue la directrice administrative de l'établissement, parce que gérer tous les contrats des médecins remplaçants, gérer les achats, parce que effectivement en augmentant ça fait un gros volume. Alors au début on le faisait à 3, on se partageait les tâches des 3 associés, mais bon, ça va 2 minutes de travailler jusqu'à 11h du soir pour faire la compta, savoir si tu changes ou non la machine d'écho de là-bas. Voilà, donc là on a quelqu'un qui est responsable de ça et qui est responsable du personnel. Sinon on a dans Inès, mon associée, elle est responsable du personnel et des collègues.
Donc il s'occupe de toute la partie personnelle. Moi je m'occupe de la communication et des relations avec les hôpitaux, les autres structures, enfin toutes les structures, de la communication du centre avec l'extérieur. Et puis Mélanie, elle est responsable de toute la partie compta. En plus elle a un mari financier, donc qui aide beaucoup quand on se pose des questions. Et après, au niveau du secrétariat, on a une des secrétaires qui est chef du secrétariat, qui gère 4 secrétaires, parce qu'effectivement, on a à la fois les plateformes, plus un secrétariat téléphonique externe, plus le secrétariat sur place. Parce que les secrétaires font payer, elles gèrent les cartes vitales, elles gèrent tous les AME, les machins, etc. Et puis, souvent pour les patients, il y a beaucoup d'explications sur comment on fonctionne, et donc le présentiel est obligatoire pour nous. Et il y a tellement d'appels qu'on était obligé d'avoir un secrétariat téléphonique aussi externe qui vient en compensation quand si les lignes sont occupées, hop, on bascule sur l'autre. Et donc là, on est responsable. Après, en réadaptation, purement réadaptation, on a une infirmière qui est responsable de la réadaptation. C'est celle avec qui j'avais créé le premier centre à Bizet, d'accord, qui est toujours là. Et là, on a 2 assistantes médicales qui l'aident pour passer les cotations, passer les cartes vitales, noter toutes les prises tensionnelles, parce que quand on a un groupe de 12 qui arrive, il faut prendre attention à 12, et avec le 12 qui arrivent, qui veulent leur carte vitale, tu vois, ça marche comme ça, ils peuvent avoir un quart d'heure ou 2 où ils n'ont rien à faire, et puis tout d'un coup, tu as 12 personnes qui arrivent, il faut prendre attention, il faut prendre le prochain rendez-vous, et puis régler les petits problèmes, savoir si elle en parle à l'infirmière, et si l'infirmière en parle au cardiologue. Voilà. Puis les IPA se gèrent elles-mêmes, très bien. Et nous, on se gère aussi. Moi, je demande à Inès quand est-ce que je bosse. Voilà. Inès s'occupe de tous les plannings. Et là, comme il y a de nouveaux cardios qui arrivent, donc on va monter à 17 bientôt, en avril, on sera à 17 cardiologues. On a 2 nouveaux cardiologues qui arrivent. Et donc, il nous faut vraiment de l'espace. Mais tout à l'heure, elle m'appelait, on va peut-être acheter l'appart qui est au-dessus, chez nous, à part que le mec, il nous met, il nous vend très cher. Ouais. Au revoir, Jessie. Au revoir. Au revoir. À plus tard. Merci. Bravo, merci, bravo à tout ce travail. Merci à vous de m'inviter. J'espère vraiment que vous allez en créer. En tous les cas, si vous voulez venir voilà, pour visiter et voir, je vous invite à passer, parce que c'est vrai, quand on voit, il y a une organisation qui est mûrement réfléchie. Après les années, à force d'échecs, en disant on va faire comme ci, on va faire comme ça, on s'est aperçu que c'est quand même celle-là qui marche le mieux. Le flux de patients, tu t'en aperçois pas en fait quand tu viens. C'est juste quand tu as une machine en panne ou quelqu'un qui fait un malaise, là tu vois l'accumulation, tu sais, ça fait une petite sténose qui fait que ça s'accumule en amont, et là, tout se remplit en quelques secondes, c'est impressionnant. C'est pour ça que, voilà, c'est très fluide le parcours. Est-ce qu'il y a un projet comme ça dans la région lyonnaise? Alors, il y a un projet à Rouen, à Lyon même, non, je ne connais pas. Je ne connais pas, je connais pas du tout. Alors, il faut faire une petite étude, effectivement, géographique, voir où sont les centres des SSR. Alors, il faut savoir aussi que dans la plupart des structures des SSR classiques, les SMR, il y a beaucoup de médecins qui sont extrêmement malheureux dans leur structure, qui n'arrivent pas à travailler, ils ont une pression de leur direction, etc. Et c'est vraiment des gens qui sont prêts à passer en libéral. Donc c'est pas mal d'avoir des gens qui connaissent bien la réadaptation pour ça. Dans les SSR, il y a quand même beaucoup de patients qui ont eu une CEC, qui sont en période post-opératoire. Tu les prends en charge là? On les prend à 5 jours. À 5 jours? Ouais. À condition qu'il n'y ait pas de tamponnade, enfin, qu'il n'y ait pas d'épanchement comme ça, quoi. Donc la première chose qu'on fait quand ils viennent, là ils ont l'écho aussi. Bon, là maintenant j'ai un étudiant en médecine là, qui vient, qui fait toutes les consultations avec moi. C'est juste fabuleux, il sait faire de l'écho nickel.
il fait tout en 2 minutes. Donc moi, j'ai plus qu'à discuter, à écrire mes ordonnances et à expliquer aux patients ce qu'on va faire. Et c'est vrai que ça aussi, d'avoir des internes, si les internes pouvaient venir, ça serait juste génial. Mais on a 3 fiches pour repérer les patients qu'il faut vraiment avoir à l'œil. Voilà. Donc au moment de l'inclusion, on met une espèce de fiche rouge ou jaune ou verte pour les patients les plus lourds à surveiller. Et donc à la fois l'assistante médicale et l'infirmière de réad, ils sont à l'œil quand ils sont sur le tapis, ils le regardent en permanence pour voir. Parce qu'actuellement, ce que je disais, c'est qu'on reçoit de plus en plus de malades lourds, alors qu'au début, on a eu des gens, tu vois, vraiment les plus légers possibles, hein, ce qui au départ était fait pour ça. Mais les chirurgiens et les établissements qui nous les envoient sont tellement contents que des retours qu'ils ont des patients que finalement, ils nous envoient tout le monde maintenant. Mais en même temps, on reçoit des chefs de clinique ou des PH, on va passer un accord avec Bichat, par exemple, où ils viennent travailler une vacation chez nous. Normalement, ils n'ont pas le droit, hein, parce qu'ils sont en temps plein. Ils viennent travailler une vacation, ça leur met du beurre dans les épinards pour eux, et du coup, ils voient des patients qui nous envoient en même temps. Tu vois, on a le groupe Insuffisance cardiaque de Bichat, on en a 2 qui travaillent chez nous. En fait, ça aussi, je pense, c'est un modèle qu'il faudra probablement développer, permettre aux gens des hôpitaux qui sont payés, je ne sais pas, 3 ans 6 sous, de pouvoir gagner un peu plus de sous en nous remplaçant, simplement, tu vois, sur certaines vacations, et en même temps commencer à travailler dans les structures comme ça, où ils s'aperçoivent qu'on fait de la médecine et qu'on n'est pas là à faire de l'argent comme ils pensent tout le temps, ce qui est agaçant. Et ben voilà. Merci. Hein. On a fini cette session. Toute la session et toute la journée. Et oui, c'était une fin motivante, optimiste et tout. Il faut qu'on on a beaucoup de. La journée est intéressante parce qu'on a beaucoup de. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de changements d'organisation. Et voilà, on avance quand même dans une meilleure qualité de soins, meilleure prise en charge des patients. Et bravo à tout ce que vous faites, à tous, parce que c'est vrai qu'on va quand même dans le bon sens. C'est difficile en ce moment, on est tous débordés, et on va trouver. Il y a des solutions, c'est la première fois. Parce qu'on a vu, moi, les ARS, le nombre de fois où je suis allé, les mecs, ils ne te regardent même pas, ils ne te reçoivent pas. Voilà. Je me souviens d'un type à l'ARS à Paris qui m'avait reçu dans son bureau, il ne m'a même pas regardé, il est resté sur son... Il avait ses lunettes avec le petit pendentif. Là. Et pourquoi vous voulez faire ça? Pour les patients. Bien sûr. Le mec, il a dit, mais vous êtes un libéral. En gros, ça veut dire vous êtes un mec qui veut faire du fric, c'est tout. Ça. Mais là, j'ai rencontré des gens vraiment super. Tu vois, Annie Foire, qu'on a invité à la fois à SFC, c'est-à-dire il y a des gens vraiment bien dans l'administration. Il faut éviter les généralisations. Des gens qui bossent et parfois qui sont très inquiets, comme là. À chaque changement de ministre, ils se disent, pourvu que le mec il n'arrive pas en faisant, bon alors on barre tout ça, on fait autre chose. Voilà, ça c'est leur grande inquiétude, c'est pour ça que là ils poussent avec le changement avec Vautrin, je ne sais pas elle n'a pas dit un mot là pour l'instant, enfin pas que je sache en tout cas. Mais c'est pour ça qu'il faut profiter de la fenêtre qui est ouverte, c'est une grande porte même qui est ouverte pour nous actuellement. Et alors, ils ont été dépassés quand même par tous les porteurs de projets, qui sont tous des gens complètement passionnés, un peu cinglés, parce que je crois qu'il faut l'être pour faire ça. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même beaucoup de solutions qui s'offraient sur tout le territoire. Ce qu'ils ont fait au Occitanaire, par exemple, qui va passer aussi dans le Val-de-Marne, un truc en Franche-Comté sur l'obésité et le diabète, mais tout ça, on pourra utiliser pour ça. Et en gros, d'après ce qui se dessine, il va y avoir une armature, une espèce de colonne vertébrale des SLS, avec cette forme juridique particulière pour qu'on puisse toucher des sous et faire travailler des paramédicaux. Et ça sera valable aussi bien pour les pneumologues, pour les cardiologues, diabétos et autres, les néphros. Donc c'est super.
Bravo, merci beaucoup.